sais, au début, pour un cours de chiropratique, on dit essaie de sentir une vertèbre. Je suis comme, ouais, tu sais, je sens absolument rien. Mais tu sais, en troisième, quatrième, cinquième année, ça devient facile dans les mains. Tu sais. C'est la même chose avec l'écoute. C'est des récepteurs qu'on a dans le système qui sont capables de capter une forme d'énergie électromagnétique qui vient du patient. Puis ça se développe aussi également. La première fois, on n'est pas trop sûr. La deuxième fois, ah, c'est-tu ça? Puis la troisième fois, ah ben oui, c'est ça. Puis là, on commence graduellement à plus avoir de doute par rapport à ça. Puis oui, ça se développe par tout le monde. Bonjour tout le monde. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Dr François Fortin, chiropraticien, excellent ami et collègue depuis maintenant plusieurs années. On discute ensemble des multiples approches et thérapeutes qui ont grandement influencé sa pratique d'aujourd'hui. On vous parle également du système lymphatique et de ses multiples implications dans une panoplie de conditions fréquemment rencontrées en clinique. Bonne écoute. All right, bienvenue à Max Wellness. Aujourd'hui, je suis avec un bon ami à moi et collègue, Dr François Fortin, chiropraticien et excellent thérapeute, mais également excellent papa de 3 beaux enfants, jeunes enfants. Ça fait longtemps qu'on se connaît, François, depuis maintenant une quinzaine d'années. Je suis privilégié, je me considère privilégié de t'avoir là, dans mon cercle proche et de nous avoir vu aussi évoluer là, autant personnellement que professionnellement à travers nos parcours. Donc, je suis super content que tu sois avec moi aujourd'hui. Écoute, Max, je vais commencer par ça. Ça fait tellement longtemps qu'on parlait que tu voulais t'investir à faire un podcast. Puis d'aujourd'hui, d'être ton invité à un podcast, je trouve ça tout à fait incroyable. Puis je trouve que c'est un grand moment dans nos évolutions, dans nos cheminements personnels. Effectivement, merci, puis bienvenue. Écoute, ça va être un super épisode. J'ai hâte de parler de plein de choses. En fait, tout d'abord, là, au printemps, là, tout récemment, là, le temps passe vite, tu as fait une présentation au Congrès international de kinésiologie appliquée, là, Canada, le chapitre canadien, sur le volet un peu renouvelé, une vision renouvelée du système lymphatique. On va pouvoir en parler un petit peu plus de façon élaborée tantôt. Mais tout d'abord, j'aimerais ça si tu te présentes pour les auditeurs là, qui ne te connaissent pas à la maison, qui nous écoutent en ce moment, si tu pouvais te présenter ton parcours professionnel, personnel, ayant amené un peu à ta pratique actuelle, ce que tu fais là, en clinique au quotidien. Puis, voilà. Ben écoute, je te dirais ça que j'ai eu, d'abord, comme toi, Maxime, j'ai un doctorat en chiropratique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je pense que c'est notre base, notre fondation, Mhm. notre côté fondamental qui s'est fait là. Puis suite à ça, je te dirais que j'ai eu deux grandes influences, deux grands mentors dans ma vie, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs, justement. Le premier étant, comme toi, George Goddard. De George Goddard, qui est le fondateur de la kinésiologie appliquée. Puis j'ai toujours trouvé que c'était un homme humble mais compétent, donc tout a pris peut-être la fondation un peu plus, je dirais, holistique à l'intérieur de ça, le côté naturopathie, le côté neurologie fonctionnelle. Donc ça a été nos premiers amours avec Dr Charles Héroux là, qui venait nous faire des présentations, on faisait des clubs de technique à l'UQTR. Donc ça a été ma première influence. Ma deuxième influence, suite à ça, suite à mon cheminement, j'étais tombé sur un livre. En fait, j'avais travaillé à un laboratoire d'anatomie à l'UQTR. Puis j'avais reçu euh, un certificat pour acheter des livres à la bibliothèque de l'université. Puis là, j'étais allé à la bibliothèque, puis j'avais vu un livre de Jean-Pierre Barral qui s'appelait Visceral Manipulation. Je ne sais pas ce que ça faisait là, parce que, écoute, il n'y a pas d'école d'ostéopathie à l'UQTR. Donc, croyant à ce moment-là aux synchronicités, tout comme aujourd'hui. Ça a été dans les livres que j'ai achetés, j'ai lu ça. Puis je me suis rendu compte que ce gars-là, il y a un institut qui s'appelle The Barrel Institute. Puis j'ai commencé à suivre des cours dans les dernières années. Je dirais que j'ai suivi au moins une trentaine ou 30 à 35 cours, 30 à 35 fins de semaine à travers l'Institut. J'ai eu la chance de le rencontrer personnellement aussi, puis ça a été aussi une très grande influence dans ma vie. Puis je pense que ça a fait ressortir en moi le côté un peu plus peut-être intuitif, le côté Mhm. sensitif que j'avais à l'intérieur, mais que je savais pas toujours comment canaliser pour pouvoir aider mes patients. Puis je dirais que euh, on dirait que ces deux cerveaux-là, on dirait que ça fait un peu l'équilibre de qui je suis dans ma pratique aujourd'hui. C'est super intéressant parce que pour avoir vécu un peu, puis tes enseignements aussi, puis t'avoir côtoyé autant dans ta pratique également. Pour les gens qui ne connaissent pas à la maison, Jean-Pierre Barral, en fait, c'est un ostéopathe. Puis justement, Dr. Goodhart, c'est le fondateur de la kinésiologie appliquée, comme tu l'as bien dit, c'est un chiropraticien, mais qui justement avait des horizons
moi, je dirais, élargi là, par rapport justement beaucoup de choses de l'ostéopathie, beaucoup de choses de la chiropratique, beaucoup de choses de la médecine traditionnelle chinoise. Il a amené comme un volet. Puis tu pourras me dire, toi, de ton côté, qu'est-ce que ça t'a amené beaucoup, comme je te dirais, la kinésiologie appliquée comme outil en clinique. Moi, ça a ouvert mes horizons pour pouvoir valider avec différents outils un traitement ou une intervention thérapeutique, savoir quand faire quoi et pour qui. Donc, ça, c'est quelque chose Ben, que j'ai si je trouvé peux intéressant. intervenir sur ce Vas-y. point-là, effectivement, George Goddard, sa grande découverte, c'est de pouvoir mesurer euh, pratiquement instantanément si c'est un changement dans le corps, là. Tout ce qui est l'aspect neurologie fonctionnelle, pour moi, la kinésiologie appliquée, c'est la naissance de la neurologie fonctionnelle. C'est le départ de tout ça. Il y a eu d'autres choses qui se sont rajoutées au fil du temps, mais j'ai l'impression que c'est soit le pionnier ou un des pionniers qui est là. Puis, je trouvais ça intéressant là, quand j'ai eu la chance d'apprendre plus sur leur personnalité, d'apprendre plus sur comment ils étaient. Tu sais, George Goddard lisait des centaines, c'est pas des milliers de livres. Il y a même temps, je pense, une librairie à son nom, je pense Ouais. à Palmer, si je me rappelle bien, où tous ses livres sont réunis. Puis, tu sais, je parlais à d'autres gens qui l'ont connu plus, puis il était capable de faire une synthèse de tous ces livres-là. Une synthèse, c'est comme s'il était capable de réunir ces génies-là dans sa tête, puis faire des liens que personne d'autre voyait. Ça, je trouve ça super intéressant. Puis, je trouve que d'ailleurs, mon collègue Charles Héroux a beaucoup ce type de cerveau-là aussi, fait des liens, lit beaucoup de choses. Puis quand j'ai parlé à Jean-Pierre Barral, lui, il dit, moi, je lis rien. Il dit, moi, j'écoute le corps, puis je laisse me guider. Puis c'est comme ça que je crée les techniques qu'ensuite je peux enseigner. Puis ensuite, il va vérifier dans l'anatomie, dans toutes les sciences fondamentales, mais il veut pas se faire influencer. Donc, lui, c'est tout un peu cette créativité-là. Puis si je peux enchaîner là-dessus, c'est un petit peu, quand j'ai écouté ces deux façons de faire-là, pendant un instant, au début, je faisais beaucoup de cours, puis pendant un autre moment de ma vie, j'ai arrêté de faire des cours. Puis, à la place de faire des cours, c'est que j'écoutais les patients, puis je prenais des notes après chaque journée de travail, puis je regardais où ça me guidait. Puis c'est un petit peu comme ça qu'au fil des années, j'ai accentué, amélioré mon intuition, ma créativité, puis j'ai pu créer différents concepts comme le cours que tu as parlé par rapport là, au système lymphatique là, dans le futur. Mais je trouvais ça intéressant de voir ces deux façons-là, ces deux types de créativité-là là, en action. Je trouve ça super intéressant tout le temps de savoir les parcours des gens parce que veux pas la chiropratique, ce qu'on fait en clinique, c'est une science d'abord et avant tout, mais aussi un art. Puis c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Puis il y a plusieurs façons, je dis tout le temps ça, d'accorder un instrument. Puis c'est ça qui devient la beauté, la richesse, selon moi, de notre profession et de ce qu'on fait. Autant pour tous les types de thérapeutes, là, tous ces outils-là qu'on peut aller chercher, mais aussi d'utiliser notre intuition clinique, notre ressenti qui se développe, veut pas, Hmm. avec notre pratique également. Puis, comment tu décrirais justement, comment tu le décris? Je suis curieux là, à tes patients ou aux gens, ce que tu fais en clinique au quotidien. Comment je le décris? Ben, premièrement, je pense qu'au patient, il faut, de mon côté, de mon expérience, il faut rester simple. Tu sais, il faut rester vraiment dans la simplicité. Donc, les gens viennent me voir, je leur dis, effectivement, c'est peut-être pas la chiropratique, je dirais, standard. Donc, de façon générale, on peut utiliser différents outils. Des fois, tirer de la chiropratique, des fois, tirer de l'ostéopathie, des fois, tirer de la naturopathie. Puis, en somme, on fait un mix de tous ces outils-là, puis on essaie de vous aider. Si vous avez des questions, vous les posez au fur et à mesure. Je reste vraiment assez standard, là, assez simple, pardon, dans mes explications de départ. Parce que je pense que un traitement, ça se vit. Puis, j'ai l'impression que tu as beau lui dire n'importe quoi au patient, il n'a pas tes connaissances, il n'a pas ton bagage, il n'a pas ton background, mais quand il ressent dans son corps les impacts du traitement, c'est là que, ça va l'aider, puis c'est là qu'il va aller en parler à tout le monde autour de lui, puis que ça va aider tout le mouvement holistique là, au Québec et dans le monde. Ah, c'est 100% d'accord, parce que moi aussi, je trouve ça des fois pas tout le temps évident. Des fois, moi aussi, je dis ça, c'est comme de la chiropratique, mais moins comme standard, comme exclusivement enseigné à l'université et tout. Mais des fois, je trouve qu'en bout de ligne, c'est de la chiropratique ce qu'on fait, tu sais. Puis Oui. comme tu le dis bien, c'est quand on met des mots, on met des étiquettes, puis je trouve qu'on limite ou on met quelque chose dans une boîte. C'est sûr, si on veut avoir un dialogue avec le patient, des fois, bon, on veut mettre des repères, mais tout le temps, il y a quelque chose à l'intérieur quand je dis, ah, c'est pas de la chiropratique standard ou c'est différent ou autre. En bout de ligne, c'est les outils, comme tu dis bien, que j'ai justement accumulés à travers les outils et ou boîtes à outils que j'ai accumulés à travers les années
puis qui est dans, Puis, dans, dans notre interaction qu'on va avoir ensemble pour atteindre vos objectifs de santé, bien évidemment. ouais, si je peux renchérir là-dessus, là, Mhm. Max, c'est super important parce que oui, on a étudié ensemble en kinésiologie appliquée, mais on n'est pas uniquement ça, tu sais. Exact. Oui, après ça, j'ai étudié dans l'Institut Barral, on n'est pas uniquement ça non plus. Puis, on étudie en chiropratique, mais on n'est pas uniquement ça non plus. Mais je suis fier de toutes ces étiquettes-là. Je suis fier aussi d'être chiropraticien. J'utilise les ajustements très fréquemment. Je trouve que le développement de cette profession-là est tout simplement incroyable. Je suis fier de faire partie de ça. Puis, ben, c'est juste qu'on a d'autres choses qu'on a ajoutées au fil du temps, puis ça fait notre personnalité qui sont propres. Puis je pense que c'est comme ça que qu'on fait pas partie d'un groupe uniquement, mais on prend tous les outils à notre disposition pour aider le patient. Exact. C'est le patient qui est au centre, puis par ça, là, c'est ça qui devient une richesse. Moi, je trouve que ça a une grande richesse, la fondation, non seulement le doctorat en chiropratique, toutes les connaissances qu'on a acquises, puis c'est ça que moi, j'adore dans toutes les autres formations qu'on a pu prendre là, une fois gradué et compagnie, c'est que ça nous amène des outils pour intégrer toutes ces connaissances-là fondamentales, autant volet nutritionnel, tous les systèmes du corps, hein, comme tu l'as dit tantôt, on a fait de la dissection là, en laboratoire d'anatomie de long en large. C'est le fun de pouvoir appliquer ça au quotidien en voyant le corps humain et la santé dans le patient dans sa globalité. Qu'est-ce Bien que dit. j'aimerais ça qu'on touche un petit peu au volet, justement, tout ce que ça t'a amené, ce parcours-là et tout, parce que j'ai vraiment apprécié là, ta présentation là, au congrès récemment sur une vision renouvelée du système lymphatique comme chiropraticien au niveau neuromusculo-squelettique. Puis je dis chiropraticien, mais ça se limite, les gens, les thérapeutes qui nous écoutent, tous ceux qui travaillent avec le corps humain, veux pas, le système lymphatique, c'est large, c'est impliqué dans beaucoup de systèmes. Euh, Parce que classiquement, les fameux ganglions enflés, souvent avec les infections et compagnie, mais nous, en pratique, on voit souvent des symptômes ou des trucs qui font être sous-cliniques qui peuvent influencer une panoplie de choses au niveau neuromusculo-squelettique. Puis je trouvais ça intéressant que tu fasses intervenir une panoplie d'autres concepts également, empruntés, ben pas empruntés, mais justement euh, d'ostéopathie ou de listening, parce que j'aimerais ça qu'on développe un petit peu là-dessus, mais même d'aromathérapie, là, autant au niveau topique que de d'autres façons pour adresser ça. Tout d'abord, est-ce qu'on peut mettre, pour les gens à la maison qui nous écoutent, la lymphe et les ganglions lymphatiques, tout le système lymphatique, si tu pouvais nous donner une petite définition brève, là, ça serait bien. Ben, grosso modo, écoute, Max, c'est une question très large. Ouais, J'adore, fait que je peux aller dans toutes les c'est ça. Non, directions. non, exact. Ben, grosso modo, si on parle du système lymphatique, on a entre 600 et 800 ganglions là, dans le corps. Moi, c'était ça mon focus principal du développement parce que c'est là que justement mon écoute m'a mené. Je vais en venir là un peu plus tard. Euh, Si on résume ça, puis je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin là-dedans, mais de façon générale, le système lymphatique, on parle de immunité et de détoxification. Donc, mettons juste qu'on dit ça globalement. De mon côté, j'ai travaillé un peu plus potentiellement sur le volet immunitaire, je crois, parce que c'est difficile à définir, mais je crois que j'ai travaillé plus sur le volet immunitaire selon la présentation clinique que mes patients m'amenaient. Puis j'ai commencé justement quand j'ai développé un peu plus l'approche de Barral, de plus écouter le corps. Donc, premièrement, si je peux peut-être définir l'écoute, grosso modo, c'est un concept que j'ai appris dans l'Institut Barral. Donc, de la façon que je l'ai appris qu'on enseigne, on met la main sur la tête du patient, puis on essaie de se laisser attirer avec nos récepteurs vers la zone la plus dense du corps. Donc, c'est où qu'il y a le plus de densité, c'est où l'endroit que le corps il a besoin de plus de travail aujourd'hui, littéralement. On se met en mode écoute, on essaie de ne pas penser, on essaie de ne pas réfléchir, on se met en mode réception d'énergie, puis ensuite on essaie de se laisser attirer vers la zone la plus dense du corps. Ça, c'est la première chose. Puis j'étais souvent attiré vers des zones comme, ben, juste le cou, par exemple. Puis quand j'essaie de préciser l'écoute, parce que l'écoute, on peut être très précis également, ça ne m'amenait pas vers le muscle, ça ne m'amenait pas vers le nerf, ça ne m'amenait pas vers la vertèbre, ça m'amenait vers les ganglions. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à développer une certaine palpation à ce niveau-là. Donc, j'ai j'ai appelé ça un ganglion positif. Fait que si je définis un ganglion positif, c'est un ganglion qui est enflé, mais qui va avoir une manifestation neuromusculo-squelettique, OK, dans le système. Donc, ensuite à ça, ben, je devais développer un moyen d'influencer ça. Puis c'est ça qui s'est fait là, comme au fil du temps avec les différents cas que j'ai eus.
Est-ce que tu veux que je développe là-dessus ou Oui, je vais juste faire une petite parenthèse, Ouais. justement. L'écoute, moi, je trouve ça super intéressant parce que comme chiropratien, c'est beaucoup, bon, ça vient beaucoup de Jean-Pierre Barral, beaucoup de l'ostéopathie. Et pour moi, c'était quelque chose qui était beaucoup plus justement le ressenti. J'étais moins habitué à ça, surtout fraîchement gradué là, de l'UQTR. Et la chiropratique, c'est plus un peu physique, très cérébral aussi. On est beaucoup moins dans le ressenti, je dirais, que certaines écoles d'ostéopathie. Puis, mais je compare souvent ça. Puis là, mes patients qui m'écoutent à la maison, vous allez faire la référence. Là, souvent, quand je mets la main sur la tête lorsque je fais l'examen de la posture. Puis au début, je le faisais vraiment pour la forme, un petit peu comme quand on apprend à palper là, à l'université dans les premières années. On sent peu ou pas grand-chose, mais on continue à le faire. Puis on raffine un peu ce toucher-là, plus mécanique. Mais c'est la même chose avec l'écoute. Au début, je le faisais pour la forme, puis plus ça allait, plus on ressent quelque chose, mais des fois, on fait quelque chose avec, des fois, non. Puis des fois, on va revalider avec toutes nos autres modalités d'examen physique, clinique. On fait comment, crème? Finalement, j'avais réellement senti quelque chose à cet endroit-là, puis ça devient fascinant à quel point c'est quelque chose qui se développe avec les années et plus on touche à des gens, bien évidemment. Puis Euh, ici, je veux juste compléter là-dessus, c'est que effectivement, je crois que c'est très tu sais, au début, le premier cours de chiropratique, tu sais, on dit essaie de sentir une vertèbre. Je suis comme, attends, tu sais, je sens absolument rien. Mais tu sais, en troisième, quatrième, cinquième année, ça devient facile dans les mains. Tu sais. C'est la même chose avec l'écoute. C'est des récepteurs qu'on a dans le système qui sont capables de capter une forme, puis une forme d'énergie électromagnétique qui vient du patient. Puis effectivement, il y a encore des termes à définir, il y a encore des choses à connaître à ce niveau-là, mais c'est clairement une forme de réception électromagnétique qu'on va ressentir dans nos propriétaires, dans nos récepteurs à nous. Puis ça se développe aussi également. La première fois, on n'est pas trop sûr. La deuxième fois, ah, c'est-tu ça? Puis la troisième fois, ah ben oui, c'est ça. Puis là, on commence graduellement à plus avoir de doute comme par rapport à ça. Puis oui, ça se développe par tout le monde. C'est fascinant comme outil. Tu sais, au même titre que tu me ramènes v'là 15 ans en arrière, puis écoute, je suis comme, ah, ouais, ça se peut, ça, on dirait quasiment un super pouvoir, mais comme tu le dis bien, il manque des fois des mots, des définitions et tout, mais c'est vraiment quelque chose qui est palpable, justement, la résultante électromagnétique de tous les systèmes du corps, de toutes les torsions mécaniques et compagnie. Il y a moyen d'aller ressentir, d'aller comme, justement, se faire une petite librairie dans notre tête de quel ressenti correspond à quoi. Bien évidemment, ça aide de tout corroborer ça avec toutes les connaissances qu'on a en anatomie humaine et compagnie. Mais je trouve ça fascinant pour les gens qui nous écoutent à la maison. Ben, c'est ça qu'on fait souvent quand on touche. On dirait qu'on ne fait pas grand-chose, mais on écoute avec nos mains l'activité au niveau du corps, on dit ça comme ça. Tu peux, si tu veux développer un petit peu plus là, sur le volet, justement, tu étais rendu au niveau des ganglions lymphatiques qui était un Ben, petit en peu, fait, on est dans le sous-clinique, soit dit en passant. Là, tu parlais du système immunitaire et tout. Ce qu'on traite comme ouais. chiropratien, c'est le système neuromusculo-squelettique, bien évidemment. Mais quand même, ça fait intervenir une panoplie de principes physiologiques. Puis justement, bon, tu vas parler potentiellement du volet de l'aromathérapie et compagnie, qui a plein de propriétés, autant au niveau immunitaire, inflammatoire, et qui va jouer sur le neuromusculo-squelettique, évidemment aussi. Ben écoute, je peux décrire ça avec, mettons, un cas qui m'est venu en tête. Euh, Peut-être que les praticiens qui nous écoutent, ils ont déjà eu ça, des symptômes qui sont cycliques. Mhm. Symptômes qui sont cycliques qui reviennent toujours au même endroit après un certain temps ou dans une saison ou un moment d'un stress. Ça, c'est comme la première chose que j'avais observée comme une des premières choses que j'ai observées au fil du temps. Puis je pense qu'on l'a toutes peut-être déjà observé là, dans nos pratiques. Puis, des symptômes qui arrivent aussi sans déclencheur. Je me suis levé un matin, c'était comme ça, ça a commencé, j'ai pas fait d'accident, j'ai pas tombé, il y a rien qui s'est passé, mais il y a jamais rien. Il y a toujours une explication comme derrière tout ça. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu ça, puis quand justement il y avait cette présentation clinique-là, ça m'amenait souvent effectivement dans mon écoute vers les ganglions. Donc, c'est là que je pense à une patiente qui avait des torticolis à répétition, puis que c'était beaucoup relié, elle aussi, le torticolis et la fatigue qui frappait à un certain moment, puis qui durait sur quelques jours, voire quelques semaines, puis après, ça se résorbait. Mais ça revenait, tu sais, à chaque 3 à 6 mois à peu près dans son cas, elle.
Donc, c'est comme, OK, parfait. Quand ça va bien, mais qu'est-ce qu'on fait pour justement arrêter cette fréquence-là, arrêter ce cycle-là? Puis effectivement, c'est ça que souvent les patients recherchent. Puis un peu comme toi, Maxime, des fois, c'est parfois long avant que je puisse recevoir un nouveau patient. Fait que qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est pas seulement le soulagement, c'est comme de casser ce pattern-là pour pouvoir évoluer vers autre chose, puis diminuer la fréquence, puis l'intensité ou l'arrêter complètement là, de ce pattern cyclique-là de symptômes. OK? Donc, dans son cas à elle, justement, c'était dans sa chaîne postérieure, des deux côtés, je palpais des ganglions que j'appelle positifs, donc ganglions enflés positifs, qui amenaient un impact au niveau des fascias. C'est ça que j'ai trouvé au niveau de, de mes recherches cliniques, si on veut. Donc, à ce moment-là, au niveau des fascias, les ganglions sont situés autour des fascias, puis ça amène un impact direct, local au niveau des fascias, puis ça peut même amener des chaînes myofasciales, dépendamment de l'endroit du corps où ils sont situés. Ça, c'est la première chose que j'avais observée. Donc, dans son cas à elle, ce que j'avais essayé, c'est de l'aromathérapie, justement. Puis, j'avais essayé avec une huile essentielle de Ravinsara pour débuter. Je faisais appliquer l'huile essentielle sur les ganglions. OK? Puis, on a fait ça pendant un mois, 5 à 6 semaines. Puis ce pattern-là, il n'est plus jamais revenu par la suite. Fait que je dis, ah, wow, OK, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé parce que les torticolis ne sont pas revenus. La fatigue, justement, qui revenait cycliquement n'est pas revenue non plus. Fait que je voyais une association entre ces deux choses-là. Plus tard, j'en suis venu à voir qu'effectivement, j'appelle ça la présentation feu sauvage, cold sore presentation. Donc, à ce moment-là, elle, dans son cas, il y a à mon avis, puis c'est vraiment une hypothèse de travail. Je suis chiropraticien, je suis pas médecin, mais c'est une hypothèse de travail. Il y a quelque chose qui s'est réactivé dans son corps, peut-être un micro-organisme quelconque, qui fait en sorte que, justement, à place d'avoir un feu sauvage, elle avait de la fatigue puis un torticolis. Puis ça, j'ai vu ça après ça dans plein d'autres problématiques que j'ai vues. Plein d'autres problématiques que j'ai vues. Donc, à ce moment-là, j'ai développé aussi une technique de manipulation des ganglions, plus tirée de l'école de l'ostéopathie. Puis, avec l'aromathérapie, c'est comme ça que j'ai vu que j'avais là, le plus de résultats cliniques. Puis, au fil du temps, écoute, ça fait 10 ans que j'ai commencé à faire ça, j'ai des centaines de résultats cliniques avec ça. Puis, des fois, ça n'a pas marché, des fois, ça a fonctionné. Puis là, je sais plus quand l'appliquer et quand pas l'appliquer. C'est ça que je partage dans le cours que j'enseigne à ce niveau. Puis c'est ça que j'ai trouvé fascinant de ta présentation aussi, c'est que ça fait, tu avais beaucoup des années, comme tu dis, des centaines de cas cliniques là, à l'appui aussi. Puis ça t'a permis aussi de façonner, de tracer tes hypothèses, comme tu le dis bien, cliniques. Puis il y a plein de place après ça. Justement, c'est ça qui est le fun quand on se fait présenter ça comme ça. Tout le monde après ça va l'appliquer, va essayer cette procédure-là dans sa clinique, puis va développer encore un plus grand bassin de corrélations intéressantes. Puis à mon sens, c'est comme ça que justement, les praticiens font avancer aussi certaines découvertes là, qui, avant même que la littérature valide le reste. Puis ce qui est intéressant aussi, tu nous l'as présenté là, dans ta présentation, il y a beaucoup, beaucoup de littérature quand même à ce niveau-là, autant pour aider à justement confirmer certaines hypothèses là, que tu avais observées par rapport au volet lymphatique, il y a encore plein de choses à apprendre, mais par rapport au volet de l'aromathérapie et du volet potentiellement, comme tu dis, immunitaire, inflammatoire là, avec tout ça. Oui, clairement, tu sais, quand on commence, tu sais, dans l'évolution d'un nouveau concept, tu sais, puis ça fait 8 à 10 ans, mais je trouve que c'est encore jeune, c'est encore dynamique, ça va encore évoluer. Quand j'enseigne, il y a des gens qui m'amènent des idées, parfait, on va tester ça, on va voir. Donc, je pense que parce que j'ai plus travaillé au volet, à mon avis, réactivation potentielle de micro-organismes. C'est plus ça que j'ai vu. Puis là, un bon ami à moi, Frédéric Rancourt, me disait, le volet toxicité, je dis, ouais, je l'ai moins travaillé, puis je l'ai moins vu. Fait que peut-être qu'il y a des fois que les résultats que j'ai pas eu avec la technique, c'était en lien, là, peut-être avec ça. Mais vois-tu, ça va se développer au cours là, des prochaines années également. Là. Tout est dynamique. Puis c'est ça qu'il faut que ça soit. Tu sais, il n'y a rien on parle de kinésiologie appliquée, on parle d'autres choses. Les créateurs ont fait ça, mais après, il faut continuer à faire évoluer ça. Puis j'espère que les gens vont m'amener d'autres idées par rapport aux observations que j'ai faites. Exactement. C'est ça qui est intéressant, comme tu dis, c'est pas nécessairement tout le temps ça. Il y a des indications que tu deviens en clinique de faire comme ah là, c'est là que je vais ouvrir ce tiroir-là ou ce coffre à outils-là que François m'a enseigné par rapport à tout justement son historique de recherche et ce qu'il a façonné avec ses outils.
versus, on s'entend, le volet même, pour les thérapeutes qui nous écoutent à la maison et tout, le volet d'obstruction ou le volet lymphatique, souvent, il y a des compressions mécaniques bien simples, des chaînes musculaires trop tendues à cause de des vieilles blessures, des compensations, des syndromes posturaux. Là, ça, c'est toujours valide encore. T'sais. Puis je pense que l'art d'un bon thérapeute est de pouvoir évaluer quand utiliser quel outil, bien évidemment. Si je peux donner un exemple là-dessus, là, pour mieux indiquer ça encore, c'est que les ganglions, justement, positifs vont avoir principalement ce que j'ai observé, deux impacts dans le corps. Le premier, j'ai nommé tantôt au niveau des chaînes myofaciales. Donc, ceux qui sont familiers avec Anatomy Trains de Thomas Myers, j'ai pris ce livre-là pour le corréler un peu avec ce que je trouvais. Fait que ça, c'est un côté. Mais quand il y a un niveau critique de ganglions positifs, ça va faire en sorte qu'il y a une certaine cavité du corps qui seront plus aptes à se drainer efficacement. OK? Donc, les cavités du corps que je vais principalement évaluer, bien sûr, les membres supérieurs, membres inférieurs et la cavité de la tête. OK? La cavité de la tête. Puis ça, euh, une palpation d'une cavité congestionnée, ça se développe également. Parce qu'il y a une différence entre une tension musculaire que pour cause le muscle et une tension musculaire qui est en lien avec une congestion liquidienne. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui se développe au niveau de la palpation. Donc, j'avais un patient, ça c'est mon patient, je pense, numéro 2 ou 3, là, dans mes premiers également. Donc, il y avait deux choses. Il disait que il y avait tout le temps, il y avait une tension dans la cheville qu'il fallait tout le temps qu'il recavite sa cheville, qu'il fasse recraquer sa cheville pour pouvoir le soulager. Puis la deuxième chose qu'il y avait, c'est des allergies saisonnières. Fait que là, moi, je travaillais comme plus au niveau de sa cheville. Ce que j'ai observé, il y avait des ganglions positifs au niveau de son aile. C'est une des zones principales où il y a le plus de ganglions dans le corps. Puis il y avait des ganglions positifs dans son creux poplité. C'est une zone qui n'en a pas beaucoup, mais des fois, ça peut être significatif au niveau clinique. Donc, ce que j'ai fait, aromathérapie, dans son cas, c'était l'eucalyptus radique que j'avais fait appliquer sur les ganglions. Je commençais à ce moment-là à manipuler les ganglions comme je le pouvais. Puis, on a un résultat clinique au niveau de sa cheville. Donc, il ne sentait plus cette tension-là. Mais on a aussi un résultat clinique secondaire au niveau des allergies saisonnières. Là, j'ai trouvé ça complètement fascinant de travailler le membre inférieur, puis d'avoir une résultante, une conséquence positive métabolique. Moi, c'est ce que je trouve Ça m'a beaucoup fascinant. allumé. Je trouve fascinant de notre travail, en fait, comme chiropraticien, avec cette vision-là, avec ces outils-là qu'on a acquis à travers les années. Souvent, on va ça nous ramène à chaque fois. On fait ça, nous autres, c'est notre quotidien, puis à chaque fois, ça me fascine autant de voir à quel point tout est interrelié, souvent plus de proche que de loin. On a travaillé justement partie d'un symptôme au niveau d'une cheville pour finalement aller voir justement le volet du drainage lymphatique pour finalement aider sa réponse aux allergies saisonnières. C'est vraiment, c'est ça. Pour nous, comme je dis, on voit ça, on est habitué, mais à chaque fois, je trouve ça fascinant de voir ces liens-là dans le corps et d'avoir les outils pour pouvoir justement faire ces liens-là. Puis Maxime, je pose une question. T'as-tu Ouais, déjà rushé avec une capsulite adhésive? assurément. Hein? Assurément. Moi aussi, au début de ma pratique, là, des patients que je voyais encore un travail musculaire. Là, puis un jour, je me suis dit, OK, un jour dans la vie, pourquoi ça arrive ça? Pourquoi ça arrive dans des moments de stress? Pourquoi ça arrive à la ménopause? Pourquoi ça fait ça? Puis là, je me dis, je demandais à la vie, je demandais une intention, je dis, je veux comprendre, c'est quoi? Puis je veux aider ces gens-là. Je veux aider ces gens-là. Puis, sans pouvoir dire que je peux aider tout le monde qui a une capsule adhésive, je sais maintenant, avec plusieurs résultats cliniques, qu'une des présentations de la capsule adhésive, c'est en lien avec, encore une fois, les ganglions positifs dans la zone de l'aisselle, dans la zone du cou, du côté de la capsule adhésive, puis de travailler ça en manipulation et avec l'aromathérapie, facilitait grandement l'amélioration clinique. Puis ça, c'est pas tout les présentations de la capsule adhésive, mais clairement, certaines personnes, c'est vraiment un des points très importants que j'ai travaillé pour une amélioration plus rapide. Une Exact. question que je me suis posée à ma première année de pratique, que j'ai finalement répondu à ma dixième. Des fois, ça prend du temps. Ça, c'est important. Tu sais, on se demandait qu'est-ce qu'on veut peut-être que les gens qui écoutent retiennent. Parfois, les processus prennent du temps. Tu sais, les choses qui se développent, ça prend du temps. Donc, on se pose une question, puis des fois, la vie ou peu importe va nous répondre des années plus tard. Avec une certaine patience, une certaine observation au fil du temps fait en sorte que des fois, là, il y a quelque chose qui marine, puis finalement, ça vient à la surface. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais, continuer à cultiver, puis continuer à partager avec les gens.
Je trouve que c'est un beau message, puis c'est tellement vrai, tu sais, au même titre que tu prends l'exemple de la capsulite adhésive, tu sais, c'est des conditions qui sont longues, qui sont chroniques, qui deviennent autant chiantes pour le patient que pour des fois le thérapeute qui est comme, ouais, j'aimerais ça l'aider, comment je pourrais l'aider plus rapidement, plus efficacement. C'est toujours ça qui nous anime, je vais parler pour moi du moins en clinique, de faire comme, OK, comment je pourrais arriver être le plus efficace dans mon approche thérapeutique pour le patient que j'ai devant moi. Puis tu l'as bien dit, il n'y a pas de recette, il y a pas, ça ne fit pas telle procédure pour tout le monde va faire des miracles. C'est l'art de voir quelle procédure ou la combinaison de procédures au pluriel va pouvoir aider le patient que j'ai devant moi. Fait que ça devient comme un constant jeu, je vais parler pour moi encore une fois, un petit casse-tête, mais qui est intéressant à vouloir résoudre là, dans la façon la Un plus excellent efficace possible. défi mental Exact. qui est juste en continu, puis qui évolue selon les époques. Tu sais, Mhm. on dirait que les cas que je trouve aujourd'hui, c'est pas les cas que je trouvais au début. Est-ce que c'est l'époque qui a changé, moi qui a changé? Mais j'ai l'impression que, il y a une partie des deux. Mais je pense que selon l'époque dans laquelle on est, avec tout ce qui s'ajoute au fil du temps, que ce soit les stresseurs, on a vécu une période difficile, on le sait dernièrement, que ce soit peut-être l'évolution des micro-organismes, que ce soit l'évolution des produits chimiques, que ce soit les chutes, peu importe, mais il y a vraiment quelque chose qui évolue, puis notre pratique doit évoluer en conséquence de ça. Effectivement. Je trouve ça vraiment bon. Puis, si pour les gens à la maison ou même les thérapeutes également qui nous écoutent, là, quand on pense justement, tu as donné quelques petits exemples assez intéressants et très fréquents, là, mais quand on pense justement à potentiellement soit faire évaluer son système lymphatique ou à penser à évaluer justement potentiellement considérer dans notre évaluation le système lymphatique. Tu as nommé justement avoir tendance à vouloir se faire craquer ou caviter une Mhm. articulation de façon répétée pour amener un soulagement. Tu as parlé aussi dans le matin ou des trucs qui, justement, sans cause apparente. Moi, ce que je vois souvent aussi, c'est justement des conditions qui, après une infection chronique, là, ou de la COVID longue, ou après un rhume qui part pas, Ils sont plus ou jamais les mêmes. exact. Ou même, je dirais, les gens aussitôt qu'ils ne bougent plus, aussitôt qu'ils se couchent ou qu'ils se lèvent le matin, là, les symptômes qui réveillent la nuit à cause de l'immobilité, le système lymphatique, on va le dire, il y a une action mécanique qui aide à ce drainage-là et cette circulation-là. L'action de la contraction musculaire. Donc, souvent, des gens qui, de jour, en bougeant, vont être soulagés ou ça va bien aller, c'est quand ils vont se reposer ou se coucher ou être immobiles pour une longue période, donc la nuit, que les symptômes vont ressortir ou être pires le matin. Ça, c'est pas. Clairement, clairement. Ça, c'est Ouais. la. C'était-tu à moi? Oui, oui, vas-y, vas-y. Parfait. Ben, clairement, la base du système lymphatique, c'est comme symptômes augmentent immobile, symptômes diminuent en mouvement. Ça, c'est la grosse base. Euh, Après ça, effectivement, tu sais, justement, c'est un bon pire immobile. Donc, des fois, les gens qui ont des problèmes d'insomnie, sommeil agité, euh, réveil fréquent, difficulté d'endormissement, beaucoup de ce que moi j'ai perçu effectivement, beaucoup en lien avec tous les ganglions du cou, évidemment, parce que les ganglions du cou servent en grosse partie au drainage de la cavité crânienne. Ensuite, si on reste dans la cavité crânienne, j'ai vu beaucoup de gens, effectivement, qui étaient aux prises avec et des problèmes de cou et d'épaule, mais qui avaient aussi différents problèmes de santé mentale là, qui me disaient, je suis pas psychologue, mais ils m'en parlaient, j'ai de l'anxiété, j'ai des pensées récurrentes, comme je me rappelle une patiente, par exemple, elle me parlait de son poids quand ça allait pas bien. Tu sais, comme elle me parlait de son poids, elle me parlait de son poids, puis on a travaillé son cou, son épaule, puis je dis, comment tu te sens avec ton poids maintenant? Elle dit, ah, on dirait que j'ai plus cette pensée, ça me préoccupe plus autant qu'avant, c'est plus aussi obsessif. Donc, effectivement, le volet santé mentale, puis si je me permets peut-être une petite parenthèse personnelle, j'ai l'impression qu'on est un peu aussi dans ce domaine-là au niveau de la santé holistique pour s'aider soi-même, hein. Puis, de mon côté, j'ai eu beaucoup de problèmes de fatigue et d'anxiété à l'adolescence. C'est des choses que je me questionnais un peu pourquoi j'étais sportif, mais c'est vraiment ces deux choses-là que j'avais beaucoup de problèmes avec ça. Puis, avec ce que j'ai développé au niveau, justement, ganglion positif et aromathérapie, j'ai observé que dans mon cou, dans ma région des chaînes antérieures, des chaînes latérales et même des chaînes postérieures, même dans la région sous-mandibulaire, sous-maxillaire, j'avais beaucoup de ganglions positifs. Moi, je nomme ça, quand il y en a beaucoup comme ça, des adénopathies qu'on appelle hypoactives. OK? Donc, j'ai travaillé avec l'aromathérapie sur 3 ans environ. Puis là, wow, j'ai vu ma santé mentale
s'améliorer, une stabilité au niveau de mon humeur, puis mon énergie a augmenté. Puis ça, c'est vraiment un gros pour moi. Tu sais, c'est vraiment un gros pour moi à un point tel que j'étais pas nécessairement, justement, tu parlais de ma famille tantôt, j'étais pas nécessairement capable d'être avec quelqu'un avant, tu sais, j'avais besoin de m'isoler, j'avais tout le temps besoin de m'isoler. Puis maintenant, je suis capable d'avoir une famille, je dirais, très dynamique, puis ça va bien. Donc, de mon côté, ça m'a tellement aidé, je me dis qu'il faut que je partage ça, puis j'observe ça plus chez mes patients. Là, j'ai perdu le fil. C'est correct. Moi, ce que je pourrais Ouais, ajouter là-dessus, en fait, ouais, c'est, tu sais, tu l'as dit tantôt, mais c'est pas comme si tu n'avais rien fait d'autre non plus pendant tout ce temps-là. Puis même chose pour nos patients. Typiquement, tu l'as bien dit tantôt, nos patients, typiquement, c'est des gens qui attendent un certain temps avant de nous voir, qui ont vu d'autres praticiens, souvent des conditions chroniques là, qui veulent qu'on creuse un peu plus profond, évidemment, avec les outils qu'on a. Puis c'est pas, tu sais, ce qu'on a remarqué souvent, ou ce que tu remarques justement dans ta pratique, c'est que c'est souvent ces actions-là qui ont fait débloquer la chose ouais, ou qui ont contribué à un changement majeur qui a été remarqué. Tu sais. Parce que veux pas, c'est une approche, un outil à travers plein d'autres choses qui sont soit en cours ou qui ont été essayées. Il y a eu d'autres tentatives là-dessus. Fait que quand tu nous partages ça, c'est qu'il y a vraiment justement on a remarqué vraiment des changements définitifs ou notables par rapport à ces procédures-là ouais, spécifiquement. exact. Fait que là, on parlait des symptômes. Fait que là, je disais, problème de sommeil que j'ai eu fréquemment. Euh, Puis ça, c'est super important, le timing d'apparition des symptômes. Donc, quelque chose qui vient comme sans raison apparente. Donc, est-ce que ça pourrait être une réactivation de quelque chose? C'est à penser. Les problèmes cycliques aussi qui ont tendance à revenir, sans historique d'accident encore une fois. Ça, c'est à penser aussi. Moi, j'ai vu plusieurs fois des torticolis. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu très fréquemment. Quand les gens m'arrivent avec un torticolis sans raison, c'est une des choses que je vais vérifier parmi les autres choses. On a parlé un petit peu, problème d'épaule, que j'ai vu fréquemment également. Beaucoup de problèmes que j'ai vus dans la région thoracique aussi, qui étaient en lien avec les ganglions sous-occipitaux, la chaîne postérieure de ganglions lymphatiques. Suite à ça, si on regarde le volet, comme on dit, plus métabolique, parce qu'il ne veut pas, on traite au niveau musculo-squelettique, au niveau neuro-musculo-squelettique, mais il y a des impacts par la suite sur le volet métabolique. J'ai vu beaucoup de gens s'améliorer avec des allergies saisonnières. Ça, c'était vraiment comme plusieurs dizaines de personnes là, au fil du temps. Puis clairement, cette intervention-là n'était pas la seule, mais était vraiment une intervention clé. On a vu un pourcentage d'amélioration intéressant. Puis tu l'as bien dit. euh, tu sais, les cas, je dirais, un petit peu plus chroniques, souvent, il y a plusieurs causes à la même conséquence. Fait que là, il faut faire une cause, deux causes, trois causes, quatre causes, cinq causes, six causes, sept causes. Puis des fois, au fil de 6, 7, 8, 10 mois, puis finalement, on finit par arriver avec une amélioration. Donc, tout l'aspect lymphatique est un morceau de casse très intéressant pour différents cas chroniques. L'autre cas que j'ai vu, c'est effectivement ce que moi j'avais vécu, là, qui est les gens qui ont des problèmes de fatigue chronique. Tu sais, il y a un test qui existe, fait par, son nom m'échappe, c'est par une kinésiologue, euh, qui est typique caractéristique pour les gens qui ont l'EM, l'encéphalopathie myalgique. OK? Donc, tu vas faire un test de VO2 max sur un vélo une journée. Là, tu atteins un certain seuil. Puis le lendemain, tu retournes, puis tu n'es pas capable de revenir au seuil de la veille. C'est-à-dire que ta récupération ne se fait pas bien. OK? Puis, on sait le volet lymphatique. Toute la récupération des métabolites post-exercice est très importante. Donc, les gens qui disent qu'ils ne récupèrent pas après l'exercice, vraiment, le système lymphatique aussi, c'est super important. Puis, les gens qui sont fatigués aussi. Donc, à ce moment-là, c'est aussi un autre volet à vérifier au niveau du système lymphatique. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu très fréquemment également. Suite à ça, il y a d'autres choses auxquelles je pense. Les gens qui ont besoin de se faire cavité, on a déjà parlé de ça. C'est un petit peu les choses que j'ai en tête actuellement. Ben, écoute, moi, ce que je trouve intéressant sur ce que tu as dit, par rapport aux allergies, qui est un super bel exemple. Puis, tu sais, souvent, c'est drôle parce que moi, il y a beaucoup de gens, je vois leur motif de consultation, premier patient, allergie chronique. Tu sais. Ça arrive souvent, là. Puis, je veux dire, dans l'historique, j'ai vu souvent des gens, les chiros pour les allergies. Puis là, le monde va comme, qu'est-ce que c'est ça, les chiros, ça ne traite pas les allergies, c'est pas dans votre champ de pratique et tout. C'est vrai, dans le sens où on ne traite pas les allergies, en fait. Là, on est plus dans comment expliquer les choses et tout, mais nous autres, comme chiropraticiens, on est les spécialistes du système neuro-musculo-squelettique. Mais ce que les gens souvent vont pas comprendre par rapport à ça, c'est que
Ils vont soit penser que les chiropraticiens, ils vont ajuster des vertèbres puis that's it, tu sais. Ça fait que ça, c'est juste soit de la méconnaissance ou autre, mais comme là, on parle un petit peu de tous ces liens-là entre le système mécanique, musculaire, lymphatique et toutes les implications que ça peut avoir sur le bon drainage. Je pense à une chose, des sinus, par exemple, par des congestions plus au niveau du cou qui vont venir Mhm. amener des tensions au niveau des muscles, au niveau des ganglions. Fait que moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de méconnaissance là-dedans. Puis des fois, il y a de la frustration même de dire ah, les chiropraticiens, vous traitez. Moi, j'ai jamais dit que je traitais des allergies à personne, même les patients, quand ils viennent la première visite, je leur dis écoutez, moi, je ne traite pas les allergies comme telles, ça, c'est un volet médical et tout. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller voir l'équilibre au niveau de votre système neuromusculo-squelettique. Puis souvent, si ça cadre, ça va du moins soit aider dans le bon sens ou si on est chanceux, on peut avoir une belle résolution de ces symptômes-là, mais ce n'est pas le symptôme qu'on traite, nous, c'est justement l'équilibre du corps et c'est fou de voir une panoplie de symptômes et évidemment, là, avec toutes nos discussions, on voit les interrelations possibles, puis le comment du pourquoi, mais comment une panoplie de symptômes peuvent se résorber en adressant le système neuromusculo-squelettique. C'est la petite parenthèse que j'aimerais faire là-dessus. Oui, clairement, ça c'est clair. Puis tu sais, tu parlais aussi d'harmonie dans le corps, puis tu sais qu'il y a différentes façons de voir justement cette harmonie-là dans le système. Tu sais, on regarde la posture, on regarde les mouvements, euh, puis des concepts, on dirait plus ostéopathiques, c'est l'équilibre des pressions dans les différentes cavités du corps. Donc à ce moment-là, par exemple, Jean-Pierre Barral, dans un cours sur le cerveau que j'avais suivi avec lui, il disait le cerveau, il n'y a pas de nocicepteur, il n'est pas sensible à la douleur, il est sensible à la pression. Donc, si la pression change, un temps soit peu, au niveau de la région frontale, au niveau de la région du cervelet, ça va affecter la fonction de ces régions-là. Mhm. Donc, à ce moment-là, si on est capable de trouver des endroits qui font en sorte que la cavité crânienne est mieux drainée, il y a un meilleur mouvement, que ce soit avec, on dit, là, du travail musculaire, du travail articulaire ou du travail, justement, au niveau des ganglions lymphatiques, du travail des os crâniens, à ce moment-là, ça va aider là, la personne sur tous les différents symptômes neurologiques qu'on peut voir. Puis ça, c'est la même chose au niveau même des cavités du membre supérieur ou des cavités du membre inférieur. Donc, à ce moment-là, quand on regarde si l'équilibre des pressions est bonne, ça fait en sorte que ce soit les organes, que ce soit les muscles, que ce soit le cerveau, ben, les fonctions vont s'en trouver améliorées. Donc, c'est arrivé fréquemment, des gens, c'est arrivé plus, je dirais, chez des femmes en général. J'ai vu ça des fois, des problèmes de dos ou de hanche qui étaient couplés avec des problèmes au niveau intestinal et ou des problèmes au niveau, je dirais, menstruel de façon générale, ou plus au niveau hormonal. Puis, si je reviens un petit peu dans la gestion du système lymphatique, des fois, au niveau abdominal, il va y avoir des zones de congestion. C'est difficile de palper les ganglions au niveau abdominal, mais il y a des zones de congestion qui ne sont pas nécessairement associées à un organe. Ça peut affecter. Ça peut affecter la musculature au niveau abdominal, ça peut affecter la musculature au niveau du psoas. Puis effectivement, euh, avec l'application, encore une fois, de différentes huiles essentielles, la manipulation des zones de congestion, on aide le problème lombaire, mais finalement, la personne ou la patiente nous dit ah oui, j'ai une amélioration également au niveau hormonal, puis une amélioration également au niveau de mon équilibre digestif. Fait que ça, c'est une autre affaire à vérifier. Quand il y a, euh, je dirais, plusieurs organes, je vais le dire de cette façon-là, affectés, mais qui sont dans la même cavité. Donc, à ce moment-là, un problème digestif avec un problème hormonal. Il faut penser aussi, des fois, il y a des relations qu'on dit biochimiques. Par exemple, le microbiote va avoir un aspect au niveau hormonal, au niveau de la dégradation de différentes hormones, des estrogènes. Ça reste encore tout vrai. Mais il y a tout l'aspect contiguïté, puis l'aspect pression à l'intérieur de la cavité qui peut aussi jouer un rôle. Avec une bonne connaissance de l'anatomie, puis une bonne palpation des différentes zones de congestion dans le corps, on peut arriver à des résultats cliniques très intéressants et rapides pour les patients ou les patientes. Wow! Je trouve ça une vraie. Je trouve que c'est très bien expliqué. C'est une super belle synthèse, comme tu dis, que toutes les facettes influencent telles autres. Puis après ça, c'est l'art d'un bon praticien de pouvoir voir quand utiliser quel outil ou quelle combinaison d'outils, comme tu l'as bien dit. Si, justement, ça me mène à un petit peu, tu as quelques cours là, avec ton institut aussi là, de formation. Si tu pouvais nous en parler un petit peu plus, les cours à venir et compagnie, là, il y en a à l'hiver, je crois. Écoute, ça, c'est un rêve que je caresse depuis longtemps, là. Moi, tu sais, quand je vais à des formations, j'y allais pour apprendre,
Mais je dis, moi, je veux partager aussi, tu sais, c'est quelque chose que je veux faire, mais je veux attendre, tu sais, comme d'être prêt, d'avoir un bagage, de développer mon propre matériel. Puis là, avec certains collègues et amis, on commence à développer plus notre matériel. Donc, on a fait un site Internet qui s'appelle Institut ASN, dans lequel on va offrir nos formations. Il va y avoir des formations de kinésiologie appliquée. Il va y avoir peut-être d'autres types de formations qui vont s'appliquer au public plus tard, on va voir. Puis je veux que ça soit des formations hybrides, c'est-à-dire que ce que j'ai à partager, c'est vraiment le ressenti. Donc, je veux être présent. Je veux que ça soit en présentiel. Mais par contre, des fois, il va y avoir il va y avoir une partie de la formation avant et même après, selon les commentaires reçus, qui peut se faire justement en ligne. Donc, là, par exemple, la première formation que j'ai enseignée, disant, ah, j'aurais aimé ça avoir plus de cas cliniques parfaits. Je vais en faire en vidéo, puis je vais vous les offrir comme ça. Fait que je veux qu'il y ait un suivi avant et après pour que justement les gens, là, parce que des fois, on vend des cours, mais c'est du style l'intégration. Fait que là, je vais les supporter suite à la formation. Fait que la première formation que j'ai enseignée avec ce matériel-là au niveau lymphatique, ça s'est fait le 9 septembre dernier. Puis suite à ça, il y avait encore la demande. Donc, j'ai donné une autre formation le 21 octobre. Puis là, il y a encore de la demande. Donc, à ce moment-là, des gens m'écrivent, j'ai manqué la formation, j'ai pas vu la publicité ou là, je suis prêt à le faire, les dates ne fitaient pas avec moi. Donc, la prochaine date pour le cours 1, ça va être le 13 janvier. Le cours 1, c'est vraiment sur tous les ganglions qu'on dit palpables. Donc, au niveau du cou, au niveau des aisselles, au niveau des aines, des coudes et des genoux. Donc, toutes les conditions reliées à ça. Puis, j'enseigne aussi une portion d'écoute parce que je pense que ça vient un peu avec. C'est ça que je peux Mhm. faire aussi. Donc, la partie 1 de l'écoute électromagnétique également. Donc, ça, c'est ça. Puis, suite à ça, en parallèle à ça, j'avais développé des techniques pour influencer les ganglions non palpables, donc au niveau thoracique et au niveau abdominal. Euh, Puis aussi d'influencer encore plus la cavité crânienne. Donc, c'est des techniques que je vais enseigner à la formation numéro 2 qui va se tenir le 24 février également. Super. Puis Donc, si les gens c'est veulent différentes justement choses plus que je veux développer au fil d'informations, des années, mais ouais. c'est un début. Vas-y. Ben, si les gens veulent plus d'informations, justement, où est-ce qu'ils peuvent aller voir? Est-ce que tu as justement un site Internet, une Tout à page? fait, c'est institutasn.com. Parfait. Je vais mettre ça dans les show notes, assurément, là, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent que ça intéresse, qui pourraient bénéficier de ça dans leur pratique comme outil, justement. On en a parlé de long en large, là, mais puis ça s'adresse à qui, en fait? Je sais que tu sais, souvent, bon, les formations en kinésiologie appliquée et compagnie, c'est plus les professionnels qui ont droit au diagnostic, mais ces formations-là, en lien avec le volet lymphatique, je pense à plusieurs types de professionnels de la santé là, ou thérapeutes qui pourraient en bénéficier. C'est qui peut justement s'inscrire? Après mûre réflexion, je l'ai ouvert Ouais, à tout professionnel de la santé qui juge que ça peut être utile pour lui. exact. Puis Puis effectivement, tu sais, comment on dit, en kinésiologie appliquée, on est tenu d'enseigner aux gens qui ont droit au diagnostic. Mais au Québec, on enseigne aux chiropraticiens et aux ostéopathes. Mais ma formation, c'est pas de la kinésiologie appliquée. Il y a des gens qui vont pouvoir utiliser des tests musculaires que je démontre, mais pour les autres qui n'ont pas cet outil-là, ils vont pouvoir utiliser la palpation fonctionnelle et l'écoute. Donc, dépendamment des outils qu'ils ont à leur disposition, ça va être applicable pour eux. Donc, ceux qui savent comment faire un test musculaire peuvent le faire. Puis les autres peuvent utiliser d'autres choses pour arriver à un bon diagnostic à ce niveau-là, pas un diagnostic, une bonne évaluation de l'état, pardon, et à bonne application clinique. exact. Je pense à tout le monde qui travaille autant au niveau musculaire, squelettique. Tu sais, pour tout ce qu'on a discuté depuis le début, là, il y a tellement d'applications pour des fois les cas difficiles, les cas chroniques. Puis je trouve que c'est une belle opportunité d'apprendre d'un maître, on dit ça comme ça, mais par rapport au volet de l'écoute, là, je pense que tu as beaucoup à transmettre, tu as beaucoup à apporter aux gens. Puis justement, je trouve ça d'autant plus nécessaire et crucial que ce soit en présentiel, comme tu l'as dit, parce que tu veux être là. Tu veux garder ça des groupes aussi quand même exclusifs pour pouvoir justement aller Ouais. superviser les gens puis t'assurer qu'ils aient bien intégré ça pour qu'après, aussitôt qu'ils retournent dans leur bureau le lundi, ben, ils peuvent déjà le mettre en application parce que, veux pas, on l'a dit tantôt, c'est quelque chose qui se raffine. Ouais. Il faut avoir bien compris les bases pour commencer. Mon approche, effectivement, là, maximum de 20 personnes. Puis je veux vraiment que chaque personne puisse ressentir avec mes mains qu'est-ce que je peux faire. Parce que dans les cours que j'ai faits, effectivement, quand tu vas voir des gens plus dans le domaine du ressenti, tu veux qu'ils mettent les mains sur toi, tu veux ressentir ça dans ton corps. Puis je pense que quand tes propriocepteurs, ils ont enregistré ça, les récepteurs sensoriels, ils ont enregistré ça, tu peux plus facilement l'appliquer par la suite.
Assurément. J'invite tout le monde, en tout cas, que ça intéresse à la maison, ceux qui nous écoutent, à aller voir le site. Je vais le mettre dans les show notes. Si jamais la date ne vous convient pas, n'hésitez pas à justement aller écrire directement à François ou à moi, qu'on puisse justement vous mettre sur une liste. Justement, s'il y a d'autres dates à venir, on pourra vous contacter. Ça va lui faire plaisir, là. C'est vraiment un passionné par ce qu'il fait et je peux attester que justement, à chaque fois que j'écoute quelque chose, une présentation, je fais un atelier, j'ai fait beaucoup de cours, même jadis, quand j'étais à l'université en kinésiologie appliquée avec François. C'est un enseignant hors pair. Il aime ça transmettre ses outils et sa passion. Puis ça paraît. Donc, merci infiniment de nous avoir partagé ça aujourd'hui. Hey Max, c'est un honneur d'être avec toi sur ton podcast. Écoute, j'étais tout excité en pensant à ça en me réveillant ce matin, puis je suis encore en ce moment. Puis je trouve que tu as vraiment l'art de mettre les gens à l'aise. Puis ça, c'est vraiment comme un don que tu as. Puis j'espère que tu vas continuer à l'exploiter pour mettre la lumière sur toutes les gens que tu rencontres. Ben merci, j'apprécie infiniment. Puis ça fut une super belle discussion. J'ai déjà hâte là, à notre prochaine. Merci beaucoup, Max. Passez une belle journée. Ciao.